Et coucou, vidéo 4 dernière sur les arcanes qui m'ont implémenté d'autres sens, enrichi dans ma lecture du tarot. On attaque avec une de mes arcanes préférées. Je sais qu'elle fait peur à beaucoup de monde, mais ouais, moi je la trouve formidable. Alors avec le mythique tarot, le tarot mythique, on voit ce Poséidon qui attaque la tour et je trouve que ça met en valeur une chose qu'on voit rarement, c'est que finalement euh, l'attachement à ce qui va être détruit, à la construction de l'image sociale, à un certain statut, à tout ce à quoi on s'accroche et qu'on confond avec son identité, est souvent baigné dans l'émotionnel, complètement relié à l'émotionnel. Avec cette tour-là, cette maison Dieu-là, qui est du cristal tarot, on voit qu'en fait, nos constructions internes, nos paysages internes, tout ce à quoi on s'accroche est vraiment fait de petits bouts épars, de patchwork. Et en fait, dans la vie, quand on est en train de construire son identité sociale, ses possessions, son couple, sa place dans une entreprise, c'est fait de petits morceaux, justement. Et c'est fait peut-être parfois de concessions, de compromis, de choses qui ne nous correspondaient pas tout à fait dans notre démarche. Et c'est peut-être ça qui fragilise l'ensemble. Et c'est peut-être une chose à questionner quand la tour s'effondre. Dans le tarot des contes et légendes du monde, on voit la tour de réponse. Et je trouve ça hyper intéressant parce que dans le conte, Réponse, elle est enfermée dans sa tour. Et le prince vient tout le temps la voir en lui disant: Réponse, lance-moi tes longs cheveux pour qu'il vienne la voir. Mais elle, pour s'en sortir, il va falloir qu'elle chute de la tour avec le prince. Et, et pour moi, ça retransmet l'idée que peut-être que des fois, nos constructions sociales, nos statuts sociaux, nos rôles, nos identités sont enfermantes, sont des enfermements. Et je pense que relativement souvent dans la vie, quand quelque chose vient fracasser l'édifice, euh, oui, on est effrayé, mais en même temps, secrètement au fond de soi, on pousse un gros soupir de «Oh, enfin, je suis libérée». Ou du moins, ça arrive. Et alors, cette carte du Universal Fantasy Tarot, je pense que c'est une de mes cartes de tarot préférées. Parce qu'elle retransmet ce que moi j'ai toujours perçu dans la tour. C'est que oui, c'est un effondrement, mais ça peut être aussi ce que les bouddhistes appellent l'ultime accident. Euh, c'est que cette notion qu'à un moment donné, dans un trébuchement, dans une chute, on peut avoir une illumination. On peut se rendre compte tout à coup que la matière qui constitue notre âme, la matrice, n'est pas en train de s'effondrer, mais en train de s'élever. Et ça retrouve un sens qui normalement existe dans les tarots de Marseille, c'est que dans les tarots de Marseille, on ne sait pas tout à fait si l'éclair provient du ciel vers la tour ou va de la tour vers le ciel. Et c'est l'éclair d'illumination, de compréhension, de bascule, qui fait que tout à coup, la tour n'a plus aucune importance, plus aucun sens. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, il y en a pas mal aussi. Allez, on va faire celle-là d'abord.
Alors, l'étoile dans le tarot des contes et légendes du monde, je l'aime bien parce il y a cette notion de désespoir. C'est très bizarre de dire ça, mais euh, l'étoile, ça correspond souvent à ce moment dans la vie où on n'a plus rien pour se raccrocher, on n'a plus rien pour espérer et on se met la tête au ciel et on dit s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main. Et souvent ce coup de main arrive. C'est une connexion par l'espoir direct avec ses guides, avec le monde invisible, avec de l'aide. Et on se reconnecte à, à ce qu'il y a de plus fragile en soi. Et peut-être que justement ce qu'il y a de plus fragile en soi, de plus doux, de la candeur et la voie la plus directe de connexion à ce qu'il y a de plus haut, de plus puissant dans l'univers. Celle-ci, elle m'a beaucoup plu dans le symbolique sous le tarot parce que elle parle justement de cette forme d'au-delà parce que moi dans cette carte avec ces herbes hautes, cet ibis, euh, ces amphores, j'y vois l'au-delà des Égyptiens de l'Antiquité, c'est-à-dire le monde du Nil où, où l'on récolte dans ces champs pour l'éternité avec des cycles d'eau qui sont toujours optimum. Et vraiment, pour moi, elle me parle de cet au-delà, de ces guides qui vivent dans une dimension et un imaginaire qui n'est pas terrestre. Dans le mythique tarot, ils nous ont mis Pandore. Et alors, Pandore, quand elle ouvre la boîte, elle se prend dans la tête tous les maux de la terre, mais elle libère aussi l'espérance, l'espoir. Et, euh, et pour moi, c'est un peu ça aussi l'étoile. C'est peut-être que des fois, il faut en passer par ça, par des moments où vraiment tout nous tombe sur la tête, où on ne sait plus à quel sein se vouer pour rencontrer l'espoir et pour pouvoir trouver l'étoile à suivre dans sa vie. Finalement, peut-être que si on s'était pas pris ça dans la tête, on n'aurait pas trouvé l'étoile à suivre. Les deux autres cartes de l'étoile, on a le Universal Fantasy Tarot et le Tarot Renard de Célia Melville. Alors, le Universal Fantasy, je le trouve très intéressant parce que il y a cette chose-là, cette espèce de matière qui ressemble peut-être à de l'or qu'elle est en train de fondre pour en faire son eau. Et il y a cette idée qui normalement est surtout dans la tempérance que la matière des rêves, c'est peut-être de l'ancien que l'on fond, que l'on transmute, dont on se sert pour s'irriguer. Euh, Parce que l'étoile, la carte de l'étoile, ça nous parle aussi de nos rêves, de croire en nos rêves. Et alors celle du renard, du tarot renard de Célia Melville, je ressens ce sentiment de solitude profonde euh, que retransmet normalement la carte de l'étoile. Et le fait que tout à coup on parle au ciel, on parle aux étoiles, et puis les étoiles se rapprochent. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'on est une étoile aussi, parce que vous voyez là, il a une petite étoile sur son front. Voilà. Alors, la lune. J'ai demandé à la lune. Euh, pardon. On a le Dreaming Way Tarot. Euh, je- moi, elle me parle d'une chose
Je sais pas pourquoi, mais la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai eu l'impression qu'il était en plastique et qu'elle faisait poète-poète sur ses pinces comme avec un jouet pour chien. Et puis sur son expression, c'est un peu bon, bah oui, mais qu'est-ce que j'en fais moi? Et il y a un peu ça des fois dans la carte de la lune, c'est-à-dire c'est très bien, on m'a montré plein de trucs, j'ai rêvé de plein de choses, j'ai plein de créativité, ou alors j'ai compris plein de choses sur mes lignées, en général maternelles. Mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Je trouve que ce grand point d'interrogation correspond bien aussi à la lune. Dans le tarot at the End of the Rainbow, on a cet animal que l'on peut rapprocher des légendes de Tir na nog en Irlande, qui est en fait un cheval de mer qui entraîne sous les eaux, qui séduit et qui noie. Et je trouve que ça retraduit très bien ce côté séduction, eau profonde, possibilité de se noyer, de se perdre, euh, qu'a parfois la lune. On oublie souvent l'eau sur la Lune, on la voit un peu comme une flaque, alors que elle est certainement beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. Et alors, avec le tarot de la magie verte, je l'ai trouvé très intéressante parce que déjà, il y a le reflet de la Lune dans l'eau. Euh, et finalement, le reflet de la Lune est toujours un peu déformé. Et c'est souvent son reflet qu'on voit et pas la Lune en elle-même. Et puis il y a aussi le fait, avec cette forêt de nuit, que la lune génère des illusions dans les ombres la nuit. Et elle éclaire les choses différemment. C'est-à-dire qu'elle fait du monde une toile de cinéma sur laquelle on projette ses peurs, ses croyances, ses angoisses, ses envies, ses rêves. Et finalement, elle nous fait discuter avec notre inconscient. Et je trouve que sur cette carte, ça ressort vraiment. Ensuite, on va attaquer le soleil. Alors, hop, on va faire ça comme ça. Tweak. Alors, le soleil du Deviant Moon, en fait, il nous dit tout simplement que parfois l'on crame. Et le soleil n'est pas que quelque chose de positif qui réchauffe, qui éclaire, qui illumine. Il peut aussi brûler. Il peut aussi rendre miséreux. Et c'est un aspect souvent que l'on ne prend pas vraiment en compte. Le soleil du tarot pré-raphaélite, je trouve qu'il a cette majesté, cette puissance, ce côté roi soleil, ce côté noble, que souvent l'on ne perçoit pas trop dans les cartes du soleil qui axe surtout sur le côté enfantin, sur le côté brut, réchauffant, jeu, simple de cet arcane, mais il y a aussi ce côté majestueux et peut-être même avec un ego démesuré, hein, c'est possible. Alors qu'au contraire, je trouve que le soleil du Zilich Tarot, il nous parle de rencontrer son aspect solaire et de le faire discuter avec justement l'entité soleil. C'est presque inviter le soleil en soi, boire le soleil et nourrir sa part solaire. Euh, et puis alors l'Aquarian Tarot, avec ce livre ouvert devant lui, avec tous ses rayons, toute sa puissance, pour moi il parle clairement du fait que sous le soleil, nulle ombre résiste.
et les illusions se dissipent. Et parfois, ça n'est pas facile d'apprendre ces vérités-là, comme dans ce livre. Euh, si tu ne veux pas avoir la vérité en face, ne regarde pas les choses en plein jour à midi, parce que les choses que tu veux pas voir pourront pas se cacher. Enfin, on arrive aux deux dernières cartes. Alors, on a le jugement. Le jugement. Hop, comment on va faire? On va faire en deux et en trois et en un. Alors, le jugement. On a le tarot at the end of the rainbow avec ce personnage qui joue de la musique et la musique, les cordes de son instrument de sa harpe sont faits par les fileuses du destin, par les trois, les trois sœurs du destin. Et pour moi, ça retransmet le fait que le jugement, c'est aussi se mettre à jouer sa musique à soi, ça, avec ses couleurs à soi, c'est-à-dire découvrir peut-être sa mission de vie, qui l'on est vraiment soi une fois quitté les choses qu'on nous a collées dessus ou qu'on s'est collé dessus au fur et à mesure de la vie. Celle-là du Kawaii Taro, je la trouve extrêmement drôle. Je me suis vraiment marrée la première fois que je l'ai vue. Parce que la première fois que j'ai vu ce personnage-là qui est censé représenter l'ange, mais qui est une licorne ailée, un espèce de Pégase, qui dit à ces licornes sirènes, eh, mais vous n'êtes pas des sirènes, vous avez des ailes, vous pouvez vous envoler en fait. Et pour moi, il y a un peu ça dans la carte du jugement. Il y a le fait que tout à coup, on se rend compte peut-être que l'on est plus que ce que l'on croit, que l'on est autre chose que ce que l'on a toujours cru. Et ça peut être un ravissement, justement, comme le fait de pouvoir s'envoler. C'est c'est aussi une mutation, un changement que l'on opère parce que on se découvre et on décide de se découvrir face au monde, de montrer qui l'on est. Et alors, dans le Beauty of Aurore, il y a cette notion aussi que là, c'est des zombies hein, qui avancent au son de l'ange, de la trompette de l'ange. Et peut-être que des fois, dans sa vie, on n'a pas été soi parce que on a fonctionné un peu comme un zombie qui suivait la foule, qui suivait ce que nous disent la télé, les médias, de ce qu'on devrait aimer, comment on devrait fonctionner. Et parfois, la carte du jugement, ça peut être aussi le réveil de ça. C'est-à-dire, j'ai un peu fait le zombie toute ma vie. Donc là, soit je choisis de continuer avec les autres parce que la masse est réconfortante, est agréable, elle nous évite de prendre des choix, de nous assumer, soit je décide bah, de me rendre compte que je suis pas une sirène ou un zombie et que j'ai des petites ailes. Et alors la dernière de jugement, c'est le tarot des Louzes. Et, euh, et je trouve que dans sa simplicité, elle retransmet le fait que par ce rayon-là, tout à coup on a une prise de conscience de... On retrouve une mémoire de qui l'on est. On retrouve... ouais, je saurais pas l'exprimer mieux. Tout à coup on se dit, ah, ça y est, je me souviens de qui je suis. Et je suis quelque chose de beaucoup plus élevé. Je suis pas forcément cet être qui s'est retrouvé embourbé, qui s'est senti mort dans sa tombe. Je suis beaucoup plus. Et alors, en dernier, on a la carte du monde. Alors, j'en ai 4. Alors déjà, on a le monde du Dreaming Way Tarot. Et je trouve que c'est certainement la plus belle carte du monde que j'ai jamais vue. Parce que
Le monde, c'est être bien dans son univers, c'est être dans son cocon. Et ben, je pense que l'image parfaite de ça, c'est le papy endormi dans son fauteuil avec son journal, dans un jardin au printemps ou à l'été, à l'ombre. Là, pas loin de lui, il y a la table du repas familial du dimanche où il y avait toute la famille. Et en fait, il profite. Il profite. Peut-être qu'il dort pas. Peut-être qu'il est en train d'écouter ses petits-enfants qui jouent et qui rigolent dans le jardin. Peut-être qu'il entend le fait qu'on débarrasse la table, qu'on fait la vaisselle, qu'on papote. Mais peut-être que l'accomplissement et le sentiment de, de, de bien-être, de plénitude, d'avoir trouvé sa place dans le monde, c'est simplement ça. La carte du Dreaming Way Tarot, elle me parle à un niveau beaucoup plus euh, physique, quantique. C'est que au départ était l'atome, à la fin sera l'atome. Il y a l'essentiel de ce qu'est le monde et de ce qu'est chaque petit monde dans l'univers. C'est-à-dire que chaque atome est un monde. La carte du Universal Fantasy Tarot me parle d'une chose que l'on voit rarement dans le tarot. C'est le fait que peut-être que parfois votre monde n'est pas à votre échelle et que vous avez l'impression soit d'y être enfermé, soit d'être destructeur, de ne pas savoir où mettre les pieds, de marcher sur les œufs parce que ça n'est pas à votre échelle. Soit vous y êtes trop petit, soit vous y êtes trop grand, comme ce personnage. Et, euh, et peut-être qu'il faut aller trouver la cité des géants, celle qui sera à votre dimension. Et enfin, en dernier, on a le tarot del Fuego, le monde du tarot del Fuego. Je trouve ce personnage de monde parfait. Est-ce un homme? Est-ce une femme à barbe? Est-ce des tatouages ou est-ce de la peinture? On s'en fiche parce qu'en fait vous êtes devenu vous, pleinement vous, aussi étrange et bizarre que vous puissiez être, aussi unique que vous puissiez être, avec ces espèces d'anges super chelous qui sont des animaux avec un tapir, un paresseux, un papillon tête de mort là, et un espèce de renard ou coyote. Bref, normalement c'est que ces deux animaux et ces deux personnages représentent les quatre apôtres, les quatre évangiles. Et là, il s'est réinventé ses propres apôtres, ses propres évangiles, sa propre identité de genre, de sexe, d'espèce même avec tous ses yeux. Et c'est formidable. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura enrichi. N'hésitez pas à me partager les cartes qui vous ont provoqué quelque chose, fait comprendre quelque chose sur les cartes. Ça me passionnera. Et, euh, et puis au final, je me rends compte que sur tous les tarots que j'ai, il y en a quand même un tout petit nombre que j'ai retenu pour toutes ces arcanes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao!